Auprès d'un roman sur deux passe entre leurs mains, les traducteurs sont cruciaux et ils veulent le faire savoir. Ils seront le week-end prochain à Arles en France pour les 33e assises de la traduction littéraire. Le thème cette année, l'Empire contre-écrit ou comment traduire le fait colonial. Avec nous sur ce plateau, le grand ordonnateur de l'événement, Santiago Artoski. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le président de l'Atlas, association pour la promotion de la traduction littéraire. Vous êtes aussi traducteur. Alors déjà, pourquoi promouvoir les traducteurs? Vous vous sentez un peu oublié dans le monde littéraire? Non, c'est pas qu'on se sent oublié, même si on pourrait penser qu'on l'est parfois, mais en tout cas, si on veut porter cette idée-là, c'est pas juste pour attirer les projecteurs vers nous, c'est parce qu'on pense qu'il est essentiel que les gens comprennent que la traduction, c'est avant tout une lecture d'une œuvre, et qu'il est important de savoir qui traduit, parce qu'il est important de savoir qui lit cette œuvre, et tout discours a un locuteur. Et nous sommes les locuteurs d'un discours qui est écrit. Et voilà, donc de la même manière qu'un metteur en scène, par exemple, va donner une couleur à une pièce de théâtre, un traducteur va aussi, qu'il le veuille ou non, donner une couleur à une œuvre. Et c'est pour ça que c'est important de savoir qu'un traducteur est présent et qu'il y a eu un filtre entre l'original et ce qu'on est en train de lire quand on lit une traduction. Alors qu'en est-il de la fidélité à l'écrivain, à l'œuvre, puisque vous nous expliquez bien que cela dépend du traducteur aussi? Bien sûr, mais c'est une fidélité, mais la fidélité, elle est multiple. Elle peut être... on a une fidélité à l'œuvre, certes, mais une œuvre, c'est quoi? C'est un style, ce sont des mots, c'est un contexte historique, c'est une époque, l'époque à laquelle on traduit, l'époque à laquelle cette œuvre a été écrite. Donc il y a plein de fidélités qui entrent en compétition, si je puis dire. Et en fait, le rôle du traducteur, c'est de mettre en balance toutes ces fidélités et de faire des choix, parce que on peut pas tout traduire. Il y a forcément des priorités à donner quand il y a des choses qui ne sont pas compatibles pour une raison ou pour une autre, quoi. Alors, j'ai lu que pour vous, traduire est un acte politique. Alors, c'est encore plus vrai avec le thème donc, de ces assises, le thème cette année, qui est de traduire le fait colonial. Est-ce que vous avez justement des exemples pas de censure, mais peut-être effectivement, est-ce que dans le cas de littérature relatif au fait colonial, on pourrait biaiser? Est-ce que c'est ça la difficulté? On se pose pas le problème dans ces termes-là. En fait, quand on dit que traduire, c'est politique, c'est parce que ça correspond à ce que je viens de vous dire à l'instant, c'est-à-dire que c'est politique parce que c'est une lecture. Maintenant, quand on traite des littératures postcoloniales, et si on n'a pas appelé notre manifestation les littératures postcoloniales et leur traduction, mais on a appelé ça l'Empire contre-écrit, c'est justement parce que le terme colonial est un terme assez ambigu. Quand on parle de nation coloniale, on fait référence à un contexte historique. Quand on parle de littérature postcoloniale ou coloniale, on fait référence à un processus. Et un processus évolutif qui est encore court aujourd'hui. Et nous nous intéressons à ça, c'est-à-dire nous intéressons à comment la littérature et la façon dont on la traduit s'inscrivent dans le monde aujourd'hui. Et c'est pas directement lié au fait politique, mais c'est politique dans le sens où ça répond à des questions qui, elles, le sont, quoi. Mais est-ce que vous avez des exemples, justement, quand vous dites l'Empire contre-écrit, il y a quand même une dimension où on peut, peut-être pas de manipuler, mais quand même, il y a toute cette notion qui est au cœur du fait colonial. Est-ce que vous avez des exemples de livres qui pourraient parler à nos téléspectateurs? Des exemples de livres... j'ai envie de vous parler du livre qui nous a inspiré le titre de ça. En fait, l'Empire contre-écrit, à la base, c'est un article de Salman Rushdie en 82, qui était un article, pour le coup, qui parlait du problème du racisme en Angleterre. Il n'était pas directement lié à la littérature. Et en 89, il y a trois auteurs, Ashcroft, Tiffin et Griffiths, qui ont écrit un bouquin qui s'appelait The Empire Writes Back, donc, qui est paru donc en 89 et qui, lui, a théorisé les littératures postcoloniales. Et si vous voulez, c'est assez intéressant de voir que ce livre, pendant 20 ans, il n'a pas été traduit en France. Et la première fois qu'il a été traduit, en 2012, le titre a été traduit par L'Empire vous répond. Et là, on est vraiment dans des problèmes de traduction, parce que The Empire Writes Back, littéralement, ça veut dire l'Empire vous répond. Mais la traduction de ce titre, par exemple, zappe totalement la référence que tout le monde voit à The Empire Strikes Back, la référence à la culture populaire de la guerre des étoiles. Et donc, le fait
que qu'en traduisant ce titre, on zappe cette référence culturelle, vous voyez bien que il y a une intervention politique là-dedans. Et donc l'Empire contre-écrit, qui est depuis peu de temps en fait le titre officieux de ce livre quand on en parle, il rend justice à ça. Et donc c'est une des raisons principales pour laquelle on a choisi ce titre pour notre manifestation. Très bien, merci Santiago Atorski d'avoir été notre invité. Et je rappelle que ces assises, les 33e assises de la traduction littéraire, elles ont lieu à Arles le week-end prochain, Arles en France. Merci beaucoup. Merci à vous.